Merci à tous d'être venus si nombreux regarder des gens monter sur ce plateau et ouvrir leurs journaux intimes et leur correspondance intime devant vous. Alors qu'est-ce que Mortify? Merci à ceux qui sont venus et qui étaient déjà venus la dernière fois. Merci à ceux qui sont revenus, qui viennent découvrir. Pour ceux qui viennent découvrir, Mortified, c'est un événement assez singulier. C'est un événement assez particulier où des gens qui ne sont pas des comédiens, qui sont des gens du quotidien, vont venir ici et ouvrir leurs journaux intimes, leur correspondance de lorsqu'ils étaient adolescents, vous lire leurs poèmes. Pourquoi faire? Parce qu'en réalité, quand ils font ça, ils partagent avec vous des photos, mais pas n'importe quel type de photos. Ils partagent des photos de leur personnalité en état de développement. Leur personnalité de lorsqu'ils étaient jeunes, qu'ils se posaient des questions existentielles. Que vais-je faire de ma vie? Quel sens vais-je donner à ma vie? Est-ce que Ross et Rachel vont finir ensemble? Parce qu'il y a des questions qui nous paraissent tous élémentaires aujourd'hui, nous adultes. Mais quand on était très jeunes, est-ce que je deviens vraiment plus beau si je me mets beaucoup de gel? Vous pouvez vous poser la question, vous voyez? Et donc, chaque étape est importante dans sa vie. Et les gens qui vont venir ici sont des adultes consentants qu'on n'a pas forcés à venir. Vous allez voir des gens dans des corps d'adultes vous proposer des psychologies adolescentes et touchantes. Alors, est-ce qu'on se moque des participants à Mortified? La réponse est évidente, bien sûr que oui, mais pas sans leur consentement. Alors oui, il faut que vous sachiez un truc, il y a une mécanique qui est très efficace, c'est que tout ce que je dis, ils l'entendent. Donc je vais beaucoup me servir de ça, je vais beaucoup les taquiner, parce que nous là on est bien, on est confortablement assis. Là on est dans la phase où bon, que va-t-il se passer, ça va. Mais eux tout de suite, ils sont dans la phase où ils se demandent pourquoi est-ce qu'ils s'infligent ça. Et j'ai 3 choses à vous dire avant de lancer la première participante, avant de vous présenter la première participante. La première chose, c'est que, non, bien sûr, c'est un espace de bienveillance, on ne se moque pas avec nos participants, on est content d'entendre tout ce qu'ils vont partager. Vous allez voir que souvent, vous allez vous dire, mais c'est ça, c'est exactement ça, ce que j'ai vécu moi-même quand j'étais adolescent, finalement, j'étais pas seul. La deuxième chose, c'est que vous allez les voir lire des photocopies. Alors, pourquoi ? Leurs journaux intimes sont ici, sur la chaise. On n'a pas touché un seul extrait de tout ce qu'ils vont vous lire. Mais c'est plus simple, c'est pour des commodités de lecture de les faire lire des photocopies. D'accord ? Donc on imprime très gros pour qu'ils puissent bien lire devant vous leur extrait qu'on n'a pas touché du tout. La troisième chose, c'est que bien entendu, ils nous entendent. Et que venir ici, c'est pas évident. Donc j'ai besoin de vos encouragements pour pouvoir les motiver à venir ici. Pour ce faire, on va calibrer ensemble un volume d'applaudissements. Donc c'est très simple, je vous propose 3 paliers. Le premier, c'est un palier d'échauffement. C'est-à-dire que vraiment, sans vous fouler, en vous échauffant, vous allez, pas tout de suite, joindre vos mains et faire un petit peu de bruit simplement pour s'échauffer. Le deuxième palier, c'est déjà un applaudissement très énergique. Et le troisième palier, qu'est-ce que c'est? C'est pas n'importe quoi. Vous savez, cet événement est produit par une agence qui est franco-américaine, qui s'appelle Present Perfect. Et un public d'Américains, ça ne se contente pas d'applaudir. Ça fait aussi des ouh, des yeah, des trucs comme ça. Alors ici, les Américains sont au Super Bowl. Alors attention, c'est à vous. Pour le premier palier, un palier d'échauffement, vraiment, pour s'échauffer, on ne se fout pas, un faible applaudissement. Et progressivement, je vous demande de venir ici dans un applaudissement énergique. Encore la débandade dans les gorges, Silva et Pantongé. Voilà. Merci beaucoup. Hey, d'habitude, j'ai rien entendu. Mais là, il n'y a pas besoin, vous êtes déjà très énergique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est comme ça qu'on peut convaincre les gens de venir ici et de partager avec vous cette intimité de leur adolescence. La première participante s'appelle Nathalie. Est-ce qu'il y a des amis de Nathalie qui sont dans la salle?
Alors vous me contredirez si je dis quelque chose de faux, mais vous savez, il y a un cliché qui tend à dire que les adolescents sont des êtres empreints à leurs émotions, qui changent d'avis comme de chemise tous les jours, qui sont impossibles à contenter. Bon, Nathalie était exactement comme ça. Je vous demande, comme c'est la première participante, de faire un tonnerre d'applaudissements à Nathalie. Ce soir, je vais vous parler d'amour. J'ai grandi à Paris et à 10 ans, je suis au collège, en horaire aménagé en chant, à la maîtrise de Radio France, pour ceux qui ont vu le film La famille Bélier. Donc le matin, je vais en cours, tous les après-midi, j'ai des cours de musique et des répétitions avec ce chœur d'enfants. Je vis donc en vase clos, toujours avec les mêmes personnes pendant tout le collège. À cet âge-là, je suis tout le cliché de la gamine introvertie, très bonne en cours, très mal dans sa peau, qui voit les garçons comme quelque chose de complètement bizarre et fascinant, et qui observe de loin et avec envie les gosses qui font partie du groupe des populaires. Étant l'aîné de 4 enfants à l'époque, aujourd'hui 6, je suis restée longtemps assez immature et ce magnifique journal en est la preuve. Je l'ai d'ailleurs fait lire à mon petit frère, qui est peut-être dans la salle ce soir et qui aujourd'hui a à peu près le même âge que celui que j'ai lorsque je l'écris, et il s'est vraiment moqué de moi. Notamment parce que pendant tout mon collège, je suis follement amoureuse de Julien. Donc retenez bien ce prénom. Je l'aime tellement que je décide que c'est un bon titre pour mon journal intime de l'époque. Il s'intitule Julien, je t'aime. Je commence donc par une petite description de l'élu de mon cœur. Prénom, Julien. Âge, 9 ans ou 10 ans. Qualité, blagueur, mignon, gentil. Langue, allemand, français, perse. Signe particulier, à sauter une classe. Il n'est pas très beau, mais il a un sens de l'humour que j'apprécie beaucoup. Donc à l'époque, je suis déjà très lucide sur mes goûts en termes de mec. En tout cas, quand je vous dis que j'étais fan de lui, j'étais vraiment fan de lui. Si bien que mes lectures un peu romantiques et ma passion extrême ont pu me mener à des actions un peu étranges. Cher journal intime, désolée de ne pas t'avoir écrit avant, mais tu sais, le temps me manque. Je suis super contente. J'ai réussi à avoir une mèche des cheveux de Julien. T'imagines? Jour de fête. Donc, l'histoire ne le dit pas, mais je lui ai littéralement arraché une mèche. Tellement je voulais soit la coller dans mon journal intime, soit la mettre dans une sorte de petit médaillon au cou. Donc vous avez un peu l'idée de à quel point je l'apprécie. Mais cet amour ne sera pas entièrement sans nuages. Je vais devoir surmonter des obstacles. La constance de mes sentiments va être mise à l'épreuve lors d'un été, alors que je suis en séjour dans une colonie de vacances où je rencontre un certain Alexis. Cher journal intime, dans la colo, j'ai rencontré un trop beau gosse, hyper sympa. Mais j'ai pas envie de le lâcher, sous-entendu Julien, pour Alexis, le nom du beau gosse. Julien me manque déjà. Son humour, sa sympathie. Je me demande si je dois lâcher mon Julien pour Alexis. Mais d'autres filles le regardent. Mais je crois que je préfère Julien, mais je ne le connais pas encore très bien. À mon avis, je ne vais pas lâcher Julien pour Alexis, car à Alexis, il manque le sens de l'humour développé de Julien. Et c'est le point capital qui m'attire. Mais peut-être vais-je découvrir un sens de l'humour d'Alexis, caché. Je ne le connais pas encore très bien. Aujourd'hui,
nous allons faire du tir à l'arc avec dans le groupe Alexis. On va s'éclater. Et ce soir, on va regarder le concert de Cristal. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être, mais on verra bien, et ça a l'air pas mal. Je crois que pour l'instant, je t'ai tout dit. Alors, à tout à l'heure. Je te raconterai ce qu'était le concert de Cristal demain. Donc, bilan des courses, le lendemain. Le concert de Cristal était de la merde. Je crois qu'Alexis est amoureux de Katia, mais je suis pas jalouse, parce que j'ai mon Julien. Mais il est tellement beau gosse. Et son beau torse qu'il a montré à nu hier pendant le goûter. Mais mon Julien est 100 fois mieux. Il me manque, mon chéri d'amour. Dois-je t'avouer mon amour? Malheureusement, tu n'es qu'un journal intime et tu ne peux pas dire ton avis et me conseiller. Cher journal, ça y est, j'ai vu le cul d'Alexis. Je suis sûre que tu voudras me demander comment c'était. Eh bien, c'était beau et bronzé. Je crois que c'est tout. Bonne nuit. Donc à ce moment, vous pouvez légitimement vous demander, mais dans quelles circonstances ai-je pu voir les fesses de ce fameux beau gosse? Heureusement, le lendemain, j'ai la brillante idée de détailler plus amplement cet événement majeur. Cher journal, en fait, quand j'ai dit que j'avais vu le cul d'Alexis, il s'était rentré le slip dans le cul. Pour faire un genre string. Et donc là, je n'ai aucun scrupule pour enchaîner sur un tout autre sujet. Je voulais aussi te dire qu'il y a pas longtemps, j'ai mon arrière-grand-mère qui est morte. Mais je ne l'ai jamais vue. Alors, ça ne m'a pas fait de peine. Cette nuit, nous avons fait une nuit blanche avec Anso, Sonia, Nicolas et Nils. Anso était un peu excité, si tu vois ce que je veux dire. J'ai oublié que Katia et Alexis sortent ensemble. Katia aime Alexis et Alexis aime Katia. Au départ, j'étais super méga contente pour elle, mais depuis la dispute, je la déteste. J'en ai marre qu'ils racontent tout le temps des mythos à mon sujet. Mais si ça les amuse, laissons-les faire. Donc je me donne ce genre un peu je m'en foutiste auprès de mon journal, mais c'est trompeur. En réalité, je n'aime pas beaucoup ma vie à ce moment-là. J'ai beau hésiter, je n'ai évidemment pas le choix entre Alexis et Julien. Je n'aime pas les cours et je suis saoulée par mes parents. J'étais en opposition avec le monde entier. Cher journal, je trouve que les garçons sont les créatures les plus bêtes qui n'aient jamais existé. Je ne comprends pas les grandes personnes et trouve qu'elles ne servent à rien. Donc, il ne doit exister que des petites filles sur Terre. J'enchaîne ensuite sur un inventaire à la Prévert de toutes les choses qui m'indignent. Je n'aime pas les épinards et les crâneurs. Je n'aime pas quand les grandes personnes sont têtues. J'en ai presque marre de vivre. J'ai aimé Julien, mais je ne sais pas si je l'aime encore. Donc, d'une manière générale, j'avais le sentiment que mes parents, donc mon père, je crois, est dans la salle ce soir puisque je l'entends rire, faisaient tout pour me pourrir la vie. Et donc, au fil des pages, je disserte sur qui m'énerve le plus, mon père ou ma mère. Ma mère, je l'appelle Mama puisqu'elle est russe pour la compréhension des extraits qui suivent. Cher journal, ces grandes personnes
je les déteste. Papa dit souvent qu'il aimerait profiter de Yana, ma petite sœur, qui passe sa semaine à l'internat, et après, au lieu d'aller tous ensemble à la bibliothèque, il va se coucher avec maman. Quel idiot! Puis, quelques jours plus tard, maintenant, c'est tout le contraire. Maman m'énerve et papa, j'ai trop envie de le voir. Voilà, maman a préparé à manger. Elle appelle Pépec, mon petit frère, mais moi, bah rien à battre. Bon bah, je vais quand même aller bouffer. Ciao, cacao. C'est horrible de penser que même si je hais l'école, je préfère encore travailler qu'être à la maison avec mes parents. Le week-end, c'est le moment que je préfère et que je déteste le plus. Explication. Pendant le week-end, j'ai pas école. Et ça, c'est cool. Malheureusement, je revois mes parents. Et ça, c'est pas cool du tout. Je crois que j'entre en phase de puberté. Parce que j'ai lu que quand c'est la puberté, on n'arrête pas de faire chier ses parents. Et on a des idées suicidaires. C'est pas très réjouissant, ça, dis donc. Donc en gros, si je résume, je suis déprimée, agaçante comme une ado, mais à mon grand désespoir, je n'ai pas les attributs physiques d'une ado. Donc, j'écris ceci. Cher journal, je voudrais avoir la puberté. Surtout pour l'expansion des seins. Qui devrait plaire aux garçons. Ah, ça me fait du bien de te dire tout ça alors. Merci à toi. Je crois que je suis en manque d'amour, franchement. Bon, je crois que c'est tout alors. Bye. Voilà, fin des extraits. Finalement, j'ai quitté la maîtrise sans confesser mon amour pour Julien et ne lui ai plus jamais reparlé. Jusqu'à ce que je le recontacte pour l'inviter à Mortified. Je me suis dit que ce serait drôle. Je n'ai pas été déçue. Le moins qu'on puisse dire, c'est que sa réponse fleuve et alambiquée m'a laissé plus que perplexe. En revanche, il s'est montré très enthousiaste, comme en témoigne cet extrait de sa réponse. Ah, Nathalie, tu parles d'une surprise. L'occasion de paonner un soir parisien, au milieu de ces fresques et collages, moi-même devenue ronde bosse, agitée par ta plume d'enfance. Découvrant sa honte aux oreilles souriantes, c'est vous. Vous n'avez pas compris du premier coup? Moi non plus. Mais j'ai vérifié, paonner, ça existe vraiment. Et une ronde bosse, c'est un genre de sculpture sur socle. Donc, certes, j'avais apprécié son humour et son esprit, mais ce côté poète des temps modernes, non. C'est donc une page complexe de ma vie que j'ai rouverte pour vous ce soir, mais que je vais m'empresser de refermer. Il s'appelle Paolo. Est-ce qu'il y a des amis de Paolo dans la salle? Il s'est bien gardé d'inviter. Alors je vous explique Paolo, du coup je peux vraiment y aller. Non, Paolo c'est vraiment un gentil. Vous allez voir en entrant, hein, c'est assez frappant. Physiquement c'est le croisement entre Casimir et Voldemort. Mais on s'aime bien, on s'entend très bien, C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous le voyez dans la rue, bon, vous voyez bien qu'il est sympa, mais vous n'avez pas envie de le faire chier. Voilà. Mentalement, c'est un romantique. Alors pas tout à fait, c'est ce qu'on appelle un presque romantique. Qu'est-ce qu'un presque romantique?
En fait, c'est quelqu'un qui lui manque la finition du geste. C'est-à-dire, il est romantique, mais presque. Il vous fait un poème, un presque poème, c'est... j'en ai retenu un pour vous. C'est tes yeux bleus d'azur, ton âme et corps si pur, tes cheveux en cascade. Je vais prendre une petite salade. Voyez ? Alors je vous demande d'accueillir très très fort mon cher, gentil et presque romantique Paolo. Bien. Je m'appelle Paolo, mon nom de famille c'est Palermo, donc comme vous l'entendez je suis sicilien. Et je suis le dernier d'une fratrie, alors vous pensez bien, chez les Siciliens, donc pour une mère sicilienne, donc j'étais son bâton de vieillesse. Voilà. Alors pour pas me perdre le jour de mes 18 ans, elle m'a grave manipulé pendant toute mon enfance et toute ma jeunesse. Donc elle a réussi à me convaincre que sortir avec des copains ou des copines après le collège ou le lycée, c'était très dangereux. Ouais, elle me parlait sans cesse de l'homme, vous savez, à l'imperméable, là, qui propose des bonbons à la sortie de l'école. Non, mais... Bref, donc tout le monde, à part ma mère, donc c'était des hyper méchants. C'est pour ça que je suis peut-être devenu hyper gentil, j'en sais rien. Et du coup, j'ai développé une timidité assez exacerbée. Et je ne savais pas comment et quoi faire de mes pulsions naissantes. Ouais, car j'étais hyper grave amoureux de toutes les filles. Ouais, j'étais attiré par toutes les filles. Donc à l'époque, en première à deux, je ne sais pas si ça parle pour certains, c'est littéraire, c'est elle. Avec des langues en plus. Donc au lycée, j'étais amoureux en secret en même temps de Maude, Tina, Magali, Karine avec un C, Karine avec un K, de Nathalie avec un I-E à la fin et de Nathalie avec un Y à la fin. De Cécile L, alors elle c'est le début de son nom de famille et je ne peux pas donner son nom de famille, et de Cécile C également. Ainsi que d'Isabelle, Gaëlle, Marion et de... C'est déjà beaucoup, et de ma prof d'anglais, Madame Fornard. Là je dis son nom. Parce que je sais qu'elle ne peut pas être là ce soir. Elle était déjà âgée. Alors... Mais j'aimais bien les femmes qui ressemblaient à ma mère, donc du coup... Donc, en parallèle de ma passion pour le beatbox, parce que j'avais une passion pour le beatbox, je me suis décidé à écrire un poème à chacune, et même à ma prof d'anglais. C'était osé, c'est vrai, mais... Et donc à ma prof, je lui ai remis comme ça en fin de cours, je dis hop, voilà, en même temps que le contrôle, j'ai glissé ça dans le contrôle, un poème qui s'intitulait donc Mon idéal. Ouais, carrément. Donc voici un extrait. Je la devine rousse, les lèvres gercées, le pantalon troussé, un joli décolleté. Oh non. C'était vraiment osé, donc j'avais rien à perdre. Hein. J'avais 2 de moyenne, donc... Au pire, elle me mettait 0, et au mieux, je terminais dans son lit, donc... quand elle a rendu mon contrôle, elle n'en a jamais parlé, donc tant mieux. Donc elle l'a gardé, je ne sais pas ce qu'elle en a fait. Donc voilà, j'étais devenu un poète malgré moi, avec un côté écolo aussi, mais ça je vous en parlerai tout à l'heure. Donc écrire des poèmes était ma seule façon de déclarer ma flamme, et je vais donc vous présenter mon tout premier poème. Il s'adressait à Maude, une blonde pulpeuse, le rêve quoi, et je la voulais que pour moi. Et le poème s'appelle donc Monogame. C'est mieux parce que c'est vraiment mon premier poème, alors attends. J'ai ce besoin urgent de te faire l'amour. De faire crier ton cœur, je ne veux devenir sourd. Ressens-tu cette frénésie dans ton organisme? Ou évolues-tu dans les sphères de l'onanisme? J'utilisais beaucoup le dictionnaire à l'époque. Le dictionnaire des rimes. J'ai cette pression planante d'humecter tes lèvres, de faire valser les sangs à m'en monter la fièvre. Connais-tu ce sentiment dans ta bouche
ou te limites-tu aux vapeurs de ta douche? J'ai cette tentation violente de te dire des mots doux, de frôler ta peau par des rumeurs vaudou. Entends-tu cette mélodie qui t'ensorcelle, ou t'abstiens-tu des discours d'un triangle isocèle? J'ai cette prétention de te dévorer corps et âme, de nourrir mon inspiration par de nouvelles gammes. Crées-tu autant de relations à la minute, ou crains-tu le couple et ses vertus dans la dispute? Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, quand même. Moi, j'ai ce besoin urgent de te faire l'amour, de faire crier ton cœur, car je ne veux devenir sourd. D'humecter tes lèvres et de te dévorer corps et âme, viendras-tu donner bémol à ma vie de monogame? Voilà. Alors, comme Maud n'a jamais répondu à ce poème, j'ai vraiment pas de chance après un prof d'anglais, donc pour me rapprocher des autres filles, je m'étais inscrit au club de modern jazz au lycée. J'étais moins gros à l'époque, donc. Et j'étais le seul gars, et donc il y avait les vestiaires d'un côté et les hommes, et les filles juste en face, et elles ne fermaient pas la porte. Et donc des vestiaires, j'ai pu mater sans difficulté les filles se déshabiller. Et un jour, j'ai surpris Isabelle dans son quasi plus simple appareil, et ça a donné un poème dans la soirée même. J'y allais, de toute façon je ne pouvais pas sortir, je faisais que ça. Hein. Ça s'appelait Rouge Est, parce qu'elle venait de l'Est de la France. Poème que je lui ai remis donc le lendemain. Alors, Rouge Est. Rouge est. Rouges sont les cimes de tes seins, les vallées de tes lèvres, ta peau velours le matin, la paroi lisse de tes fesses, et le combat pour les bas, quand on se prend dans les bras, lorsque tu te pends à tes bas, puis tout dépend du débat, tout s'éprend dans les draps, alors mon sexe ivre devient rouge et s'érige, comme une tache au soleil, point. Vous n'avez pas tort, Charlie, effectivement, je finis mes trucs, c'est comme si je prenais de la salade. Donc voilà, comme vous voyez, l'érotisme et l'amour étaient des préoccupations et des thèmes récurrents dans mon œuvre, mais pas de celle d'Isabelle, qui m'a donné une grosse claque dans la cour devant tout le monde le lendemain. Donc, en plus, on s'était promis à l'époque d'aller voir Mylène Farmer en concert ensemble, et j'ai décliné la proposition. D'ailleurs, c'était ma sœur en plus qui m'accompagnait au concert, je ne pouvais même pas être avec elle dans la fosse. Bon, bref. Donc je ne suis même pas allé. Donc après, j'ai voulu tenter ma chance avec Marion, parce que Marion, voilà, c'était pas une blonde, c'était une brune. Alors je me dis, c'est une brune, allez, on tente avec les brunes. En plus, elle a des yeux, un nez, une bouche, des dents, enfin bref, elle avait tout ce qu'il fallait pour qu'on ne soit pas insensible à ses charmes. Alors j'y suis allé, et j'ai fait un poème qui s'appelle Marions-nous. Le jeu de mots Marions-nous, Marions-nous, Marions-nous. Waouh! Et il y avait deux vers. Marion, virgule, nous, dans un univers de désir, nous sommes le cosmos des plaisirs. Point. Alors, elle m'a souri quand elle a lu ce petit mot. Puis après, il ne s'est plus rien passé. J'ai pu marquer mon physique, j'étais à peu près pareil. Hein, donc voilà. Et je me suis renseigné comme depuis, Marion ne s'est jamais mariée avec moi. Bref. Voici un autre extrait de mes poèmes. Il était destiné à Magali, un garçon banquier par excellence, mais qui avait du chien. Je n'ai Dieu, alors comme le créateur, hein, que pour toi. Je sais qu'après Obispo, il fait une chanson pareille, et ça m'a tué. Ça. Bref. Je n'ai Dieu que pour elle, et ça m'a tué. C'est du plagiat pour moi, mais bon. Une petite strophe. Pour toi, je ne suis qu'un poids, chiche pour être ton amant. Mais si on respecte la loi, je dois retourner chez maman. Et donc j'y suis retourné chez ma mère, j'y allais tous les soirs, j'y étais, parce qu'aucun de mes poèmes ne faisait effet. Donc comment rencontrer l'âme sœur, franchement, dans ces conditions? Alors oui, je suis tombé de ma sœur, mais ça c'est une autre histoire. J'en parlerai pas ce soir. Je vous lire maintenant un extrait d'un poème destiné à Nathalie, avec un Y, et elle était d'origine turque. Perle rare. Tu es ma perle rare, mon alliance. Si de mes doigts tu t'exiles, toute étincelle devient silence, et je finirai dans le trou du cul du Nil.
Wow. Donc voilà, nous arrivons au terme de ce voyage poétique et sensoriel. Et la manière de Rimbaud, j'étais aussi un petit peu voyant et j'avais une vision assez pessimiste de mon futur de Don Juan. Et voici ce poème qui s'appelle « Toujours à passer son tour ». Bah ouais, ça te fout les boules et... Toujours à passer son tour. Je me vois vieux sur un banc de terre, la médaille du meilleur solitaire, au cou, avec un passé de célibataire. Je voudrais parler pour pouvoir me taire. Je me vois en vestige d'un musée de l'homme en ruine, désabusé. Car j'ai souvent fait croiser les jambes des femmes, j'ai toujours eu échec aux dames. J'en ai des frissons. Et malgré tous ces efforts littéraires, donc, j'ai pu embrasser aucune fille. Ce n'est qu'en compilant tous mes poèmes pour une seule personne, bien des années plus tard, sous le titre d'Effet mémorial, et vous avez le recueil, il y a marqué Cahier 3 ici, véridique, voilà, l'Effet mémorial. J'écrivais au stylo plume, c'était chouette. J'ai tout compilé et que j'ai pu enfin avoir mon premier baiser. Voilà. Donc voilà, le recyclage, ça va. J'avais 23 ans quand même. Je ne sais pas si c'est tard ou si c'est tôt. J'ai pas de référence là-dessus. Il faudrait qu'on en parle ensemble. On s'en fout, j'avais bien raison. Depuis, j'ai arrêté les poèmes, mais aujourd'hui, j'use toujours mon talent de beatbox pour épater. Enfin, ma vision du beatbox, et bon, bah, on m'a demandé de faire un extrait, bah, je vais vous en faire un extrait. Je ne sais pas si vous connaissez la bande originale de Pulp Fiction. Certains... Ouais, ça marche. Donc je me suis permis de prendre cette version. Je dépose parce que j'ai besoin d'avoir mes mains. Comme si je faisais de la guitare, sinon je n'y arrive pas. Comme si je l'avais, sinon j'arrive pas. J'ai toujours fait ça, même en primaire. Pour faire la batterie, j'ai... Voilà, parfait. Attention, 3, 4. Vous savez que le coup de la guitare, je ne le savais pas. C'est très surprenant en coulisses. Alors en coulisses, on vous entend aussi rire et de temps en temps, on vous entend crier « Oh !» Et ça, c'est très touchant. Le prochain participant s'appelle Thomas. Thomas, on se connaît. Parce que Thomas, il est déjà venu, en fait. Et vous savez, ce genre d'expérience, les participants aiment beaucoup, mais il est rare qu'ils vous disent bah, « C'était sympa, je reviendrai ». Thomas, c'est ce qu'il nous a dit. Il a beaucoup de matière et donc il est revenu, il a d'autres choses à partager, des nouvelles choses à partager avec vous. Je vous demande d'encourager très fort le retour de Thomas. Bonsoir. Du niveau ce soir. Donc je m'appelle Thomas. Ah oui, ça va. Donc c'est pas mon premier Mortified comme Charlie vient vous le dire. Je pense que je dois être un peu une mine d'or pour les gens qui organisent le spectacle, parce que j'ai écrit pas mal de textes quand j'étais plus jeune. Beaucoup de bêtises en fait, hein. Mais toujours en essayant de trouver le mot juste. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion d'entendre éventuellement des œuvres comme le sida ou la guerre. Okay. Voilà. Donc il y aura des choses un peu comme ça. Voilà. Des choses un peu aussi comme la serre de l'aigle, que j'avais beaucoup. Voilà. Donc je vais enquiller. Donc voilà, la dernière fois que j'ai fait un Mortified, c'était sur les mots du monde, les mots MAUX.
Parce qu'ado, en effet, j'étais assez préoccupé par ce qui n'allait pas dans le monde. Donc c'est pas forcément le thème précis de ce soir, il y en aura un petit peu quand même, parce que c'est une grosse partie de moi quand même, et de qui je suis, du moins ça comptait à l'époque. Beaucoup. Par exemple, quand M. Le Pen était arrivé au second tour des présidentielles en 2002, c'était un choc, hein, il fallait bien se le dire quand même. Moi j'avais 18 ans perso, donc là je vais vous livrer deux petits quatrains, voilà, que j'avais écrit quand j'avais 18 ans. Donc ça fait bientôt 40 ans que Le Pen et sa haine noire poussent les slogans des fachos et récoltent les voix des smicards. Je vais pas me croiser. Alors que faut-il pour que cela cesse? Faut-il qu'on lui fasse la peau? Ou qu'on le laisse dire ses conneries, aussi grosses que lui? Bon, c'est gentil. Je ne vais pas me prendre un procès. Donc restons sur le thème des malheurs, mais cette fois-ci pas du monde, les malheurs du cœur. Parce que bon, c'est un peu le thème ce soir aussi. Car même si la corruption des hommes politiques, hommes et femmes politiques de notre pays m'occupait beaucoup l'esprit, je pensais quand même pas mal aux filles aussi. Mais il n'était pas question que ma traversée du désert affectif prenne le pas sur mon respect du mot juste. C'est pour ça que j'ai écrit ce poème à une fille qui s'appelait Mélanie. Mel, pour les intimes, ça va m'aider après pour mes rimes et tout. Donc j'y vais. Hein. Donc, en fait, c'était une fille de ma classe à un moment donné, et il y avait des regards qui se croisaient, ce qui m'a inspiré quelque chose, qui était voulu quand même un peu dans un second degré aussi, mais qui était voilà, un peu ingénu, etc. Des regards s'en mêlent, pêle-mêle, fusionnent en étincelles. Sans elle, sensuelle sentinelle, mêle interpelle l'essence, encense chaque parcelle d'une surcharge émotionnelle. Attise les impatiences, les attirances corporelles. Les regards s'en mêlent, perdent de leur essence, ont un charme artificiel. Et chacune de ces absences révèle un jour sans ciel, où apparence et évidence sombrent en une danse intemporelle, jusqu'à ce que le bleu revienne. Le respect du mot juste était accompagné par le respect aussi des rimes dans la poésie. Hein. J'étais beaucoup sur la rime L à cette époque-là. Bien que très deuxième degré, ce poème que je lui ai donné, hein, évidemment. Et vous savez ce qui s'est passé? Ben, rien du tout, évidemment. Mais en toute sincérité, je pense que ça a été apprécié quand même. Donc les poèmes, les allitérations, tout ça, au bout de 9 mois de célibat, ce qui est mon record personnel, on commence quand même à voir que, dans mes écrits en tout cas, on commence à voir que trouver le mot juste n'était plus exactement ma motivation première, ma préoccupation principale. Car dans le même carnet où j'ai retrouvé le poème pour Mélanie, je suis retombé sur le texte suivant, donc je n'ai pas exactement de souvenir d'avoir écrit cette chose-là. Mais en relisant, je devine quand même que la frustration l'avait emporté sur ma poursuite du mot. Cher journal, je n'en peux plus. Il me faut une copine. Depuis le temps, je ne peux plus voir 2 minutes défiler sans avoir une pensée furtive. Comment mettre fin à tant de solitude? Ça m'est arrivé au point où tout mon comportement est faussé. Ou plutôt, je sens à chaque instant cette envie de prendre dans mes bras la première fille que je trouverais attirante, la regarder, voir la couleur de ses yeux, son sourire en coin, ses cheveux, déposer un baiser sur la peau parfumée de son cou, de son cou, de son cou, de son cou si troublant. Tout n'est plus que plaisir. Abandon. Et moi, dualité alors. Je rêve de cela, et même plus. Sans plus. Mais chaque matin, les illusions s'envolent, laissant place à l'attente. Une attente que je sais non désirable. Il y avait un côté un peu précis. Il y avait le procédurier, quoi. Alors, j'ai pas menti, je vous avais dit que ce serait plus joyeux que la dernière fois. Je ne veux pas vous quitter quand même sans casser l'ambiance un peu. Il me semble que j'ai... Est-ce
que j'ai pas oublié un truc? Non, c'est bon, c'est ça. Je ne vais pas quand même vous quitter sans casser l'ambiance. Et je vous propose qu'on termine sur un texte que j'avais écrit quand j'avais la vingtaine, qui s'intitule si vous avez vu La Serre de l'Aigle, c'est un peu dans le même esprit. Ça s'appelle Faites une tombe pour le nouveau monde. C'est parti. Avant que l'ombre ne s'étende, creuse sans ne plus attendre. Quand les tours, les murs seront si hauts, dis adieu au vent du monde d'en bas. Souviens-toi que tu savais mais que tu n'y croyais pas, que tout allait s'éteindre, plus d'air ni rayon. Tu n'étais pas à plaindre, la tête dans le guidon. Faites une tombe pour le nouveau monde, sans croix ni étoile. Il fait déjà bien trop sombre pour la draper d'un voile, pour le draper d'un voile. Si la lumière fut de courte durée, son éclat suffit à aveugler ceux qui, dupés par leurs yeux, tuèrent de leurs mains. Et juste après, j'ai construit. Bon, il m'étonne que je n'arrivais pas à trouver de copine. Avec tous mes poèmes sur le sida, la guerre, le père. J'aurais peut-être dû viser une gothique ou un truc comme ça. Chez Mortified, on dit souvent qu'on retrouve en fait dans les écrits qu'on avait fait plus jeune la personne qu'on allait devenir adulte. C'est un peu vrai pour moi. Mes bonnes nouvelles, j'ai quand même changé, j'ai troqué mes poèmes contre un compte Twitter et éventuellement un blog sur Mediapart. Ce qui permet en fait de vous laisser tranquille avec tout ça, d'une part. Et puis voilà, donc tout ça c'est fini. Maintenant, j'embête plus les gens autour de moi plutôt que de me livrer par l'écrit. Je laisse mon cahier tranquille. J'ai plus besoin d'écrire des poèmes pour séduire, puisque maintenant je suis accompagné. Et ma chérie qui est là ce soir. Donc je vous rassure, je lui casse toujours les pieds aujourd'hui avec mes opinions politiques, ma vision du monde, bien de moi. Et mon cahier le remercie. Et je vous remercie vous aussi. Le prochain participant, c'est le dernier participant de... Merci, je n'en attendais pas moins. Il s'appelle Olive. Est-ce qu'Olive a des amis dans la salle? Eh bien, c'est bien que ce genre de gens soient entourés. Alors, je dis ce genre de gens, vous ne me prenez pas, c'est parce que vraiment, ils sont plusieurs dans sa tête. Vraiment, je pense que vous êtes d'accord. Vous me dites si je dis quelque chose de faux. Olive, c'est le genre de personne très très attachant, parce qu'en fait, vous savez, on a tous un pote comme ça, qui s'auto-soule lui-même. Vous vous rappelez qui m'entend. Qui s'auto-vanne, qui s'auto-bide à ses vannes d'ailleurs parfois. Alors il y a autre chose aussi, vous allez voir, c'est très très frappant, et ça le rend encore plus attachant, c'est que Olive, c'est quelqu'un qui n'est pas d'une grande vivacité. On n'est pas sur le summum de l'énergie. Voyez-vous, voilà, Olive, c'est aussi un dessinateur très talentueux, mais ça, bien entendu, ça m'intéressait beaucoup moins pour cette intro. Je vous demande d'accueillir très fort mon poteau Olive. Salut, je suis Olive. Comme Diams, j'ai vécu une adolescence plutôt dans ma bulle. Déjà parce que je passais ma vie dans ma chambre à dessiner et écouter Fun Radio, 101.9. Sans doute aussi parce que du CP à la terminale, j'ai fréquenté une école privée. C'était non mixte, il n'y avait que des garçons. Mais bon, c'était pas si terrible que ça, j'avais quand même une vie sociale et des activités. Genre, ma mère m'avait inscrit à une chorale de garçons. On chantait des chants religieux en latin. En allemand des fois. Mais bon, j'étais quand même en contact avec des filles. Enfin, une. Enfin, j'avais une correspondante. Elle était franco-canadienne et elle vivait à San Diego, en Californie. Elle s'appelait Marie. Bref, ma vraie vie a commencé en 2000 quand j'ai eu mon bac.
Cet été-là, mon meilleur pote, Grégory, que j'appelais mon bébé, a accueilli en vacances à Paris ses 2 cousines. C'était l'occasion pour moi de rentrer en contact pour de vrai avec le sexe opposé. Comme ce jour passé au centre commercial que je m'empressais de relater à Marie, ma correspondante. 20 juillet 2000. Et sinon, j'ai encore glandé à la Fnac et au Virgin. Sa cousine m'a traité indirectement de beauf. Par mon bébé. Tout ça parce que j'avais un pins babar sur mon t-shirt, un bon caractère dans ma maison inédit. Ouais, je l'avais fait moi-même. Et que mes légendaires chaussettes vertes fluo étaient soi-disant de mauvais goût. Afin de réagir rapidement au gros problème d'incompréhension que ce fut, je lui ai simplement dit qu'hier soir, j'avais rêvé que j'étais Patrick Juvet. Elle s'est encore plus foutue de ma gueule. C'était le moment cool de la journée. Je me réjouissais d'avance de l'imaginer raconter à sa sœur le soir chez elle qu'elle avait vu un gros beauf. Et elles se marreraient ensemble. En fait, j'aime qu'on s'intéresse à moi, même si c'est pour se foutre de ma gueule. Et puis cet été-là, Marie a accueilli chez elle en Californie une de ses amies françaises, Elia. Elia avait 14 ans et habitait à Bordeaux. Elle s'est mise à m'écrire chaque jour. Ça a plutôt bien collé entre nous. Il faut dire qu'on avait à peu près le même niveau de maturité l'un que l'autre, même si j'avais 17 ans. Et elle est tombée amoureuse de moi. Du coup, je suis évidemment direct tombé amoureux d'elle aussi. Mais j'étais un peu trop introverti à ce moment-là pour vraiment passer à l'action. Donc, pas que ça aille trop vite entre nous, j'avais trouvé une petite astuce qui consistait à la rejeter et me saboter, tout en faisant passer ça pour une personnalité trop belle. Mais revenons plutôt aux lettres que m'envoyait Elia, a été assez enthousiaste. Un extrait de sa lettre du 25 septembre 2000. Tu me rends folle. Imagine la scène. Je débarque à Paris chez une copine. On se donne rendez-vous quelque part. Donc, tu me vois, je te vois. On s'approche l'un de l'autre, et là, il se passe quoi? STP, STP. Ne dis pas que tu sais pas STP. Si ça se trouve, demain, je serai écrasé par une voiture. Et le pire, c'est que j'aurais jamais pu te voir. Je t'aime. Entre parenthèses, égal, des paroles peut-être en l'air, smiley triste. Alors ma réponse. Je vous explique d'abord, on avait une technique assez spéciale pour s'écrire, on reprenait souvent phrase par phrase la lettre de l'autre pour y répondre. Donc je reprenais et citais chaque phrase de ces lettres, et je répondais derrière pour être sûr d'oublier aucun détail. Pour plus de clarté ce soir, c'est Sarah qui va lire les citations d'Elia. Sarah. « 28 septembre 2000. Tu me rends folle. Moi aussi. Moi aussi, je me rends fou. Imagine la scène, je débarque à Paris chez une copine, on se donne rendez-vous quelque part, donc tu me vois, je te vois. Pour se reconnaître, tu regarderas celui qui a les cheveux en pétard, et moi celle qui met son fut à l'envers. On s'approche l'un de l'autre, et là... Non, moi je me somme en courant de peur de paraître trop beauf. Il se passe quoi? STP, STP. Il me dit pas que tu sais pas STP. Je dois t'avouer que déjà avant que tu me suggères de pas dire je sais pas, j'en avais une grande envie. Alors maintenant que tu m'en as redonné l'idée, je suggère qu'on fasse rien. Déjà, on se fait pas la bise, car moi c'est 0. Oui, je fais jamais la bise. Faut pas m'aimer et péter parce que sinon ils vont pas comprendre et ils vont croire que je les aime pas. Je dois t'avouer en fait que je dis pas souvent même salut aux gens que je connais bien. J'arrive et on parle. J'élimine petit à petit tous les codes stupides. J'ai presque déjà enlevé tout. Embrasser, j'ai jamais su. Reste plus que le serrage de main, je peux pas faire un bide à tous ceux qui me serrent la main. Donc, répétons la scène. Tu attends? Ouais, en général c'est moi qui arrive en retard, donc je tâcherai de faire pareil. Tu attends? Un beauf tout autiste, tout maladroit arrive. Il fait tellement pitié que tu lui donnes une pièce et que tu continues à attendre. Alors je dis qui je suis, tu fais une tête horrifiée.
Si ça se trouve, demain je serai écrasée par une voiture, et le pire c'est que j'aurais jamais pu te voir. Oui, bien sûr, c'est le pire. Je t'aime, entre parenthèses, égale, des paroles peut-être en l'air, smiley twist. C'est en l'air? C'est-à-dire que t'es pas sûr de le penser? En tout cas, je suis content que tu me le dises. Moi, en tout cas, je t'aime, même si c'est pas d'amour genre Roméo et Juliette, mais plus d'amitié en fait. Peut-être que c'est ce que tu veux dire aussi. Dans ce cas-là, ça prouve qu'on est en phase. Merci. J'étais à la fois hyper heureux qu'une fille s'intéresse à moi, mais aussi terrorisé par cette relation. De son côté, Elia était sans doute la fille de 14 ans la plus persévérante qu'on puisse imaginer. Elle a continué à m'envoyer des déclarations pendant des mois, et je répondais invariablement de façon décevante. Mais toute cette correspondance n'était pas que sentimentale. On échangeait aussi longuement sur nos vies. Morceau choisi. 17 janvier 2001, lettre à Elia. Il est 1h du mat, je vais aller pisser, changer le CD de mon Walkman. Bon, à raconter tout ça, je me suis donné encore plus envie de pisser. Et là encore à l'écrire. Et là encore à écrire, là encore à l'écrire. Bon, j'arrête parce que j'imagine que je suis en train de faire une blague qui pourrait faire un bobide. Bon, je reviens, quitte pas. Me revoilà. Tu vois, ça n'a pas été long. J'ai pissé en faisant 8 tours autour du trou. Oui, je ne rate pas une occasion de m'amuser avec mon jet. Je pisse jamais dans le trou, non seulement ça fait du bruit, mais en plus c'est bien trop facile. Moi, il me faut des challenges. Comme vous venez de le voir, ma vie n'était pas très palpitante. Et écrire tous les jours a fini par se révéler difficile. Et pour pouvoir continuer à nourrir la correspondance, j'avais pris l'habitude d'y écrire des dialogues et de me faire discuter avec des petits personnages au sein de mes lettres. Ce stratagème me permit, après 1 an de correspondance assidue, de passer au-delà de ma timidité et de déclarer enfin mes sentiments à Elia lors d'un échange avec une fée. Une fée qui était Johnny Hallyday. Lettre du 30 août 2001, envoyée à Elia. Olive. Fée Johnny Hallyday. Tu fais quoi? Hein? T'es qui? D'après toi. Ben, tu ressembles à... Eh oui. C'est impossible, c'est... Lui-même. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Comment vous êtes entré? Ça, mon petit. Au fait, tu peux me tutoyer? Mais pourquoi vous êtes là? Parce que t'as besoin de moi. Moi, c'est cool, j'ai pas besoin de toi, au contraire. T'es sûr de toi? Tonton Johnny est là pour t'aider avec ça. Hein? Et pourquoi tu fais ça? Parce que ça paye bien. Je travaille toujours pour l'argent. Mais c'est payé par qui? Ben, par Dieu. C'est l'entretien de ces choses que je fais. Ah ouais? Et il est comment? Dieu? Bourgeois. Je parlais pas sur ce plan-là. Bon, tu l'aimes, Elia? C'est pas des questions que je me pose. Arrête tes conneries, c'est pas parce que je suis Johnny qu'il faut me prendre pour un con. Bien sûr que je sais quand j'aime quelqu'un, mais je préfère faire comme si de rien n'était. Et puis, c'est con. Peut-être, mais je sais que c'est vraiment très con, mais je suis pas assez sûr de moi. C'est parce que je comprends pas tout. J'ai l'impression de comprendre l'amour, mais d'une façon un peu primaire, comme un enfant. Et que pour le reste des gens, c'est tout codifié. Putain, t'es pas un vrai mec. Même une gonzesse, j'aurais du mal à en croire mes bonnes vieilles oreilles. Ouais. Faut y aller, et puis si ça foire, c'est pas grave. Si, ça l'est. En tout cas, vu les questions que tu te poses, tu dois être amoureux d'elle. Peut-être qu'elle est déçue que tu lui dises pas. Je sais pas. Tu crains. Et ouais, mais je te rappelle que toi aussi, car t'es Johnny.
Donc c'est une lettre qui faisait des dizaines de pages et qui était écrite toute tassée, sans retour à la ligne. Et c'est un peu après cette lettre-là que je suis allé la voir à Bordeaux et qu'on a eu notre premier rendez-vous. On a bu des coca tout l'après-midi à la brioche dorée. Elle a raconté sa vie tout l'après-midi. Et moi, je suis resté muet tout l'après-midi. À la fin, elle a essayé de m'embrasser, mais je répondais pas, alors ça s'est arrêté là. Elia est passée à autre chose, elle est sortie avec des mecs plus dégourdis et a arrêté de m'écrire. De mon côté, ça m'a pris plus de temps, mais j'ai fini par avoir des amies filles dans la vraie vie, travailler avec des filles et sortir avec des filles. Et ça fait maintenant 15 ans que je suis avec Sarvan, ma meuf qui est par là. Et j'ai versé ma petite larme quand Johnny est mort. RIP. Merci à tous d'être venus, c'était le dernier participant de cette soirée. Avant de se quitter, il me reste deux choses à vous dire. La première, c'est que si cet événement existe, c'est pas pour rien, c'est parce que sortir de sa zone de confort, c'est le meilleur des outils pour réussir à réaliser de grandes choses dans sa vie. Et ici, voyez-vous, c'est un formidable espace de jeu pour s'entraîner. Si vous avez envie de participer, vous pouvez contacter l'agence Present Perfect. Present Perfect, c'est l'agence qui produit cet événement. C'est, pour vous la faire court, c'est une agence spécialisée en storytelling, en prise de parole en public. C'est l'agence qui vous rend plus fort au boulot. Pour nous trouver, c'est très simple. Vous tapez Present Perfect, Mortified, France dans Google, Twitter, Facebook, Instagram, lafourchette.com, Uber Eats, vous trouverez. Il me reste une dernière chose à vous dire avant de vous quitter, c'est merci. Merci beaucoup d'être venu, de venir au théâtre et de venir voir ce type de spectacle. Et enfin, merci d'encourager une dernière fois les participants de ce soir. J'ai nommé Thomas, Nathalie, Olive, Paolo et même Sarah. Viens, Sarah. Merci beaucoup.